Pourquoi est-ce que le langage littéraire, manié d'une certaine manière, pourquoi est-ce que certains livres écrits par certains auteurs provoquent cette réaction violente-là? C'est ce qui me semble être au cœur vraiment des malédictions. Et c'est ce qui me fascine. Il me semble qu'il y a toujours là le mystère le plus profond de la littérature. Toute l'histoire du livre raconte comment un jeune écrivain de nos jours se lance à la recherche de ce livre et de cet écrivain qui ont eu un moment de gloire, mais aussi de déchéance à la fin des années 30, puisque l'auteur, qui est un Africain, qui s'appelle Tessé Liman, après avoir publié ce livre et après avoir eu aussi un peu de succès, a disparu. Le jeune auteur de nos jours, qui s'appelle Diégane, il est fasciné par ce livre, par cet auteur, et se lance simplement à leur recherche. Le livre est une sorte de revisite ou de relecture du XXe siècle, de ces grands événements tragiques, mais à travers une quête très personnelle qui est celle d'un livre et d'un écrivain. Donc au fond, finalement, c'est un livre sur la littérature aussi, sur la quête de la littérature, sur la passion de la littérature, sur le désir d'écrire, mais tout cela n'a rien de, j'espère en tout cas, de trop désincarné, puisque c'est vraiment dans une histoire personnelle, incarnée, où un personnage a de vraies questions existentielles et tente de les résoudre en allant à la rencontre, comme ça, de différentes personnes qui ont connu ou cru connaître, rencontré ou cru rencontrer cet écrivain maudit qui a publié 80 ans plus tôt. Derrière la figure en tout cas d'Eliman, il y a la silhouette d'un écrivain malien qui s'appelle Yambo Ologam, qui a publié en 1968 son premier roman, Le devoir de violence, qui a obtenu le prix Renaudot. C'est le premier écrivain africain à l'avoir eu. 4 ans après ce Renaudot, on détecte dans son livre ce qu'on appelle des plagiats ou des emprunts. Le scandale éclate, le jeune écrivain ne se défend pas tellement ou est un peu abandonné par tout le monde et il décide de se taire et disparaît. Donc c'est cette question-là de la disparition littéraire de Ologam qui est à l'origine de mon désir d'écrire, mais c'est un désir qui a rejoint à mes propres obsessions aussi sur l'écriture, à mes propres interrogations sur la littérature, sur la passion littéraire, sur le fait de s'engager comme ça, fleur au fusil et sabre au clair, comme ça, à l'assaut d'une sorte d'absolu littéraire. Et j'ai trouvé également un certain nombre de lectures qui ont vraiment suscité ce désir-là. Parmi ces lectures, la plus importante est celle de Bolaño, de Roberto Bolaño. Je crois que c'est ce qui fascine tout le monde, c'est qu'on a l'impression que la malédiction est souvent un malentendu ou est une énigme. On a toujours l'impression que derrière ce qui ressemble à une malédiction, il y a une vérité plus profonde. La malédiction est un lieu commun littéraire, presque un cliché littéraire. Et on découvre souvent que les écrivains qu'on pense maudits ou qui sont eux-mêmes nommés maudits, qu'on regarde dans le détail, ils n'ont pas été si maudits que ça, mais peuvent parfois travailler à une légende. C'est un jeune écrivain qui se cherche, qui cherche sa voie, qui ne sait pas trop ce qu'il doit écrire, qui cherche à trouver des modèles, à trouver une initiation, quelque chose qui le convaincrait que son engagement est le bon. Et ce Diégane est donc un écrivain un peu raté au départ, qui n'a pas de certitude, d'assurance sur le chemin de la littérature. Et donc qui, avec sa bande de copains à Paris, se réunit, discute littérature toute la nuit, parle beaucoup, bavarde, boit, baise beaucoup, enfin bon, tout un ensemble de choses qui participent aussi d'une sorte de bohème ou voilà d'une certaine manière ce qu'est Diégane. C'est un jeune qui a soif d'absolu mais qui ne sait pas comment l'affronter. C'est quelque chose que tout le monde ressent, mais ce n'est pas toujours exprimé. Mais quand on discute comme ça entre nous, entre auteurs, on sent qu'il y a parfois un malaise. Et ça ne concerne pas que les écrivains africains, hein. Alors certes, ils en sont parfois victimes, peut-être qu'ils en sont les victimes les plus fortes, mais tout écrivain à un moment donné de sa carrière s'est retrouvé parfois caricaturé, ramené à une boîte qui permettait de le présenter ou de le classer, mais qui dispensait toujours de le lire. Donc c'est tout un système médiatique, mais aussi de sociologie littéraire plus globalement, qui interroge la question de la réception des œuvres littéraires, qui se fait toujours aussi en fonction parfois de ses origines,
son âge, de sa couleur de peau ou des thèmes qu'on traite. Il y a parfois comme ça des facilités, des raccourcis qui ne rendent pas justice au travail vraiment de fond d'écriture. J'ai choisi l'exemple des écrivains africains parce que c'est ceux que je connais le plus et que toutes les ambiguïtés, tous les malentendus qui les entourent dans la réception de leurs œuvres en France, par exemple, sont des choses que je connais très bien. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Europe et de l'Afrique, l'histoire est souvent tragique. Elle a été baptisée dans la tragédie, elle a été continuée dans les choses les plus horribles qui soient, de l'esclavage à la colonisation. Et aujourd'hui, quand on en parle, j'ai toujours l'impression qu'aucune forme de discours n'est possible parce qu'il y a encore trop de souffrance, trop de colère, de méfiance ou de rejet ou d'incapacité encore, d'impréparation à affronter ces questions-là. Mais je pense que la littérature est l'espace de la réconciliation, puisque c'est là que les histoires se racontent. Et je crois profondément au pouvoir de la fiction, je crois au pouvoir de la littérature, c'est précisément pour ça que j'ai écrit ce roman aussi. Je crois à la capacité de la littérature à nous fournir des récits collectifs qui, parce qu'ils nous obligent à sortir de nous-mêmes, à nous mettre à la place des autres à travers des personnages, à faire des sortes de sauts éthiques comme cela, nous permettent également de mieux comprendre le monde, les autres et de mieux nous comprendre. C'est une citation de Bolaño, La plus secrète mémoire des hommes. Je laisserai les lecteurs aller découvrir en exergue, parce qu'elle est en exergue la phrase de Bolaño qui se termine ainsi. Je pense qu'en dernière instance, la plus secrète mémoire des hommes, c'est la mémoire de la littérature. Ce que Homère a pu dire de Achille ou de Ulysse trouve un écho, par exemple, chez moi. La plus secrète mémoire des hommes, c'est celle de nos récits, c'est celle des fictions qui disent notre condition profondément et qui nous relient souterrainement et solidement. Ce qui tisse entre nous une sorte de motif incassable.